Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Retour ce matin à l'audition de Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires qui s'est exprimée la semaine dernière devant les sénateurs dans le cadre d'une mission d'information sur la sous-utilisation des fonds européens. Une mission constituée à la demande du groupe Les Indépendants. Rappelons que ce problème est chronique et que la Cour des comptes a pointé la responsabilité de l'État dans la gestion de ces fonds qui doivent être gérés par les régions. Mais ce transfert de compétences a été plus compliqué que prévu entre manque d'anticipation et problèmes aussi liés à la réforme territoriale de 2014. La semaine dernière, certains sénateurs ont jugé que cette gestion souffre, je cite, d'une réelle complexité administrative, accentuée par l'accumulation de normes à chaque niveau décisionnel. Un gros problème pour les collectivités territoriales de petite taille qui ne peuvent pas faire face. Un problème que ne nie pas Jacqueline Gourault, qui, elle, a plaidé pour une clarification des compétences la semaine dernière, notamment en matière agricole. Retour donc à cette audition qui s'est tenue la semaine dernière au Sénat. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté cette audition. En fait, notre mission d'information termine son cycle d'audition et nous paraissait à la fois cohérent, intéressant et judicieux de vous rencontrer et de faire le point un petit peu avec vous sur cette mission. Et puis c'est avec plaisir que nous vous retrouverons dans cette maison qui est un peu la vôtre, en tout cas presque plus que la mienne, puisque vous avez siégé longtemps dans ces murs et que vous avez présidé nombre de séances. Donc c'est un peu votre maison. Donc par rapport à cette mission dont le titre était la sous-utilisation chronique des fonds européens en France, nous avons auditionné de nombreuses personnalités d'administration, des personnalités politiques, d'associations d'élus impliquées d'une manière ou d'une autre dans l'utilisation de ces fonds, dont le commissariat général à la cohésion des territoires. On avait commencé par eux, on finit par vous, finalement, la boucle est bouclée. Et je voudrais d'ailleurs souligner et remercier vos services pour la qualité de nos échanges, parce que ça avait, comme vous le disiez, monsieur, ça a permis de planter le décor au départ. Et puis maintenant, on ne va pas tirer le rideau, mais en tout cas, commencer à avoir une vision globale sur le travail que nous avons effectué. Donc on a aussi eu des déplacements, notamment à Bruxelles, une longue journée de travail, et puis deux déplacements sur le terrain, sur une communauté de communes et une grande région, la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on avait choisi en fait un terrain qui cumulait des difficultés, c'est-à-dire fusion et en même temps des hétérogénéités, nature des PO différents et nature des classifications, des typologies d'anciennes régions différentes. Voilà, donc à ce stade, on a beaucoup appris, on a de nombreuses informations et avec vous, c'est vrai qu'on aimerait essayer de boucler notre travail sur une audition un peu plus politique au sens noble du terme, en se posant la question du sens finalement de tout ça, et l'objectif étant de faire un certain nombre de préconisations aussi. Donc d'une manière globale, pour éviter de partir sur de mauvaises pistes, pour nous c'est clair que on ne parle plus de sous-consommation des fonds européens, mais au moins l'intitulé a permis de poser les problèmes, donc je trouve que c'était pas si mal que ça. Mais plus, on a pris conscience des difficultés d'accès, d'autant que la matière est relativement technique, et nous avons eu l'occasion de nous en rendre compte lors de ces auditions. Donc pour baliser un petit peu l'audition, la question qu'on se pose, c'est surtout la question du bilan du transfert aux régions de la gestion des fonds européens. La question de la clarification des responsabilités respectives entre l'État et les régions, et l'objectif étant que finalement, si on bouge des choses, il faut que ça soit au bénéfice des porteurs de projets, de la qualité des projets et de notre crédibilité vis-à-vis de Bruxelles. On a relevé aussi le souhait du gouvernement de renationaliser, entre guillemets, la gestion du FEADER. Donc qu'en est-il ?
Donc vous-même, où est-ce que vous en êtes de vos réflexions? Est-ce qu'il n'y a pas trop de programmes opérationnels en France? Parce que finalement, on arrive à force de faire du sur-mesure en amont des projets, on ne trouve plus de projets pour pouvoir rentrer dans les cases. Et pour avoir présidé un GAL leader pendant de nombreuses années, j'en sais quelque chose. Quelles sont les priorités, vos priorités défendues à Bruxelles par rapport à la politique de cohésion et les chances d'aboutir par rapport à la position française? On vous a adressé un questionnaire qui peut permettre un fil conducteur sans que ce soit quelque chose de trop rigide. Donc ce que je vous propose, c'est une première intervention liminaire de 15 à 20 minutes. Et ensuite, je passerai la parole à Colette Mello, notre rapporteure du groupe des indépendants qui avait proposé la mission. Et puis on ouvrira le débat avec les collègues. Avec mes remerciements encore de votre présence ici. Je vous rappelle que l'audition est publique, donc elle est diffusée, captée. Et qu'on a la présence dans la salle de la presse. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci pour votre invitation. Madame la rapporteure, chère Colette, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers amis, je crois que je peux dire ça, et bien évidemment, je voulais saluer aussi les membres de l'administration sénatoriale. Alors, bien évidemment, votre sujet est un sujet très important, les fonds européens structurels et d'investissement, les FESI, comme on dit. Et évidemment, on a vu beaucoup d'articles qui sont sortis sur leur utilisation dans notre pays. Alors, bien sûr, vous connaissez mon engagement européen et je ne peux dès lors que saluer votre initiative sur cet enjeu essentiel pour la cohésion de nos territoires, et qui est peu, pour ne pas dire trop peu, mise en avant lorsque l'on parle de l'aide concrète que l'Europe apporte à nos territoires et à nos concitoyens. Je crois que c'est aussi une préoccupation que nous avons, que les collectivités territoriales fassent bien aussi la promotion des fonds européens. En effet, les fonds européens... Alors j'ai suivi un peu les questions que vous m'avez posées, donc j'ai prévu dans mon intervention un peu de répondre à vos questionnements, mais évidemment, après, on pourra revenir sur des points précis. Et je suis accompagnée par 2 membres de mon cabinet et 2 membres du CGET qui sont là, que vous connaissez, qui sont les spécialistes des fonds européens. Alors, ces fonds européens représentent au total plus de 461 milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne, pour la période 2014-2020. La France s'est vue, quant à elle, allouer un montant de 28 milliards d'euros. Pour être très exact, c'est 27,8 milliards d'euros pour cette programmation, soit une enveloppe qui est stable par rapport à la période 2007-2013. Je rappelle, mais vous le savez, que les fonds européens structurels d'investissement se déclinent en 4 fonds, au poids relatif d'ailleurs. Le FEDER, qui représente 34% de l'enveloppe de la France, le FSE, le Fonds social européen, qui représente 23%, le FEADER, qui représente 41%, et le FEAMP, pour la pêche, donc, je précise, qui représente 2%. Alors, près de 28 milliards d'euros pour la France entre 2014 et 2020, c'est bien sûr considérable, et la bonne utilisation de ces fonds pour nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos entreprises, nos territoires est essentielle, bien sûr, et vous savez que le président de la République, bien sûr, y est très attaché. Je tiens en effet à rappeler que l'argent des fonds européens provient des contribuables européens. Je crois qu'il faut toujours le rappeler, et donc aussi des contribuables français. Et de ce point de vue, nous faisons partie des contributeurs nets, puisque, alors que nous participons à hauteur de 3 € par contribuable, nous recevons 1 € en retour. Alors évidemment, après, si on découpe les fonds, ça peut être très différent selon les fonds. Par exemple, pour la PAC, nous sommes un des premiers pays qui reçoit des fonds européens. Depuis plusieurs mois, d'aucuns s'interrogent effectivement sur l'utilisation faite de ces fonds et surtout s'inquiètent sur un risque de sous-consommation, mais vous avez déjà répondu,
qui pourrait conduire à ce que la France perde ses crédits et les rende, comme on dit, à Bruxelles. Le gouvernement entend naturellement ces inquiétudes exprimées notamment par un certain nombre de personnalités, y compris de la Haute Assemblée, et vous avez d'ailleurs constitué ce groupe parce que c'est quelque chose, effectivement, qui était souvent évoqué. Cela a également, d'ailleurs, été aussi cité par la Cour des comptes dans un rapport récent, au printemps dernier. Alors, toutefois, si nous entendons ces inquiétudes, et je ne peux que partager le postulat de départ, à savoir celui d'une sous-utilisation chronique, il faut toujours relativiser, et en fait, on s'aperçoit que ça ne correspond pas vraiment à la réalité, et je vais essayer de vous apporter des éléments d'éclairage. Pour cela, je souhaite articuler mon propos autour de 3 points, à savoir tout d'abord la situation exacte quant à la consommation actuelle des fonds européens et les raisons qui conduisent aux difficultés observées depuis plusieurs mois et qui se concentrent essentiellement sur le programme que vous avez cité, LEADER, et qui est souvent le programme que les élus connaissent le mieux, parce qu'ils le gèrent eux-mêmes dans leur responsabilité locale. Ensuite, les mesures mises en œuvre pour corriger cette situation, et enfin les perspectives pour la prochaine programmation. Alors, pour commencer, sur l'état exact de consommation. Si l'on prend la situation dans sa globalité, c'est-à-dire en regroupant les 4 fonds structurels, on s'aperçoit que le niveau de consommation en France s'inscrit à ce stade de la période 2014-2020 dans la moyenne de l'Union européenne. Je vois que tu as amené le petit tableau, Hugo, qu'on pourrait vous distribuer, mais vous l'avez peut-être. On voit très bien qu'on est effectivement dans la moyenne. En effet, au 31 décembre dernier, le taux moyen de programmation des fonds est de 61% en France et de 68% dans l'Union européenne. Et le taux moyen de certification des dépenses, puisque vous savez qu'il y a la programmation et d'un autre côté la certification, c'est-à-dire le fait que l'Union européenne certifie que les dépenses réalisées sont conformes à leur emploi, s'élève à 35%, soit à un niveau, 35% en France, soit à un niveau supérieur à la moyenne de l'Union européenne, puisque c'est 28%. Nous le voyons donc, lorsque l'on prend l'ensemble des fonds européens, la France se situe dans la moyenne européenne de consommation, et il n'y a dès lors pas de sous-utilisation chronique de ce point de vue-là. Mieux, le niveau de certification des dépenses, c'est-à-dire la conformité validée par Bruxelles, est plus élevé en effet que la moyenne. Et la conséquence de ça, c'est que la France n'a connu aucun dégagement d'office, enfin quasiment aucun dégagement d'office. Autrement dit, de rejet, d'invalidation des dépenses engagées. Toujours, lorsqu'on analyse le sujet dans sa globalité, on s'aperçoit que ces taux de consommation, programmation puis certification, sont ceux qui sont relevés à mi-chemin de la programmation actuelle, et c'est un point très important sur lequel je souhaite insister. Car contrairement à ce que laisse supposer, et donc craindre, l'intitulé de la programmation 2014-2020, cette programmation court en réalité jusqu'en 2023. Nous ne sommes donc pas dans une situation dans laquelle il faudrait, en moins d'une année, programmer 40% des fonds et en certifier 65%. Il nous reste en réalité encore 5 ans, soit la moitié du temps déjà écoulé pour achever la programmation, comme ce fut le cas pour la période précédente, pour laquelle, je le rappelle, le niveau de programmation avait atteint 99%. Nous sommes donc bien conscients de l'effort qui reste à fournir, car dans les faits, les autorités de gestion vont devoir programmer des fonds d'ici à la fin 2021 au plus tard, afin de laisser le temps aux projets de faire leurs dépenses, si je puis dire. Nous sommes en fait face à des projets pluriannuels. Ces dépenses, les autorités de gestion vont ensuite pouvoir certifier, donc les payer, et les déclarer ensuite à la Commission européenne jusqu'à fin 2023. En parallèle, les autorités de gestion animeront la nouvelle programmation qui aura commencé avec ses propres contraintes de consommation soutenue des fonds.
De nouveau, je le répète, on ne peut donc pas parler de sous-utilisation chronique et tout l'enjeu à l'heure actuelle est d'achever la programmation en 2020 et 2021 pour ensuite avoir la certification jusqu'à 2023. Voilà pour la situation globale. Maintenant, et vous le savez, cette situation diffère d'un fonds à l'autre. Et aujourd'hui, si le niveau de consommation se déroule normalement sur le FEDER et le FSE, les difficultés se concentrent sur le programme LEADER, pour lequel les régions sont les autorités de gestion et le ministère de l'Agriculture est autorité de coordination, car il s'agit là de l'un des programmes du FEADER. Je ne doute pas que vous avez vu ou entendu le ministère de l'Agriculture, je suppose. Non? Si? Oui, bon, très bien. Si ces difficultés sont réelles, il faut rappeler que cela concerne un programme, alors je le dis aussi, qui s'élève à 700 millions d'euros, c'est-à-dire 5% du FEADER. Il faut toujours être en train de relativiser les choses et qu'il convient de replacer dans le cadre général, évidemment, des 28 milliards d'euros de fonds européens dont dispose la France. C'est, voilà, je dirais 700 millions par rapport à 28 milliards. Voilà. J'en profite pour dire quelque chose, parce que j'ai eu plusieurs lettres sur les GAL. J'ai aussi travaillé comme vous dans les GAL. Et les GAL, je précise qu'ils peuvent être portés ou rattachés, je ne sais pas comment le dire, à différentes formes de collectivités. C'est-à-dire, ça peut être un département, ça peut être une intercommunalité, ça peut être un PETR. Parce que je le dis parce que parfois, dans certaines régions, il y a des régions qui orientent et qui veulent absolument que les fonds leaders soient rattachés à telle ou telle forme de collectivité ou d'établissements publics, ou etc. C'est vraiment pas une directive ni européenne ni nationale. C'est le choix après localement qui se fait. Alors, cette difficulté, bien sûr réelle, du programme LEADER, je crois, ne doit pas faire penser, si je puis dire, ou laisser penser qu'il y a un dysfonctionnement global sur la consommation des fonds européens en France. Et je tiens à l'affirmer devant vous, parce que c'est vraiment un cas particulier. Alors, j'ai vu moi-même le président des GAL, qui est venu me voir, le jeune breton, là, comment il s'appelle ? Thibaut Guignard, qui m'a expliqué tout cela. Et c'est la réalité, bien évidemment. Mais ça n'est pas à généraliser sur l'ensemble des fonds européens. Comme vous le savez, je le disais tout à l'heure, la Cour des comptes a pointé dans son rapport des retards dans l'utilisation des fonds en début de programmation, dans un contexte, je dois bien le dire, de décentralisation de la gestion de certains fonds aux régions. L'intégralité du FEDER, du FEADER et une partie du FSE, 30%. Aujourd'hui, tout le monde s'interroge, fallait-il décentraliser ? La décentralisation a-t-elle été une bonne idée? Est-elle bien opérée? À ces questions, je répondrai qu'il me semble facile d'essayer d'identifier a posteriori un responsable et qu'il est souvent mieux aisé de se rappeler le contexte général de l'époque qui était quand même marqué par plusieurs facteurs déterminants. Tout d'abord, une négociation européenne complexe et un niveau d'exigence accru de la part de la Commission, ce dont nous devons nous réjouir à l'échelle européenne, puisque je rappelle que quand nous versons 3 € au budget européen, nous n'en récupérons qu'un, mais ces règles plus compliquées, plus drastiques, s'appliquent, je dirais, aussi à nous. Enfin, voilà, même si elles s'appliquent aussi aux États qui sont bénéficiaires globalement. Ensuite, un transfert qui s'est opéré en même temps que 2 évolutions institutionnelles au sein des collectivités territoriales, c'est-à-dire la loi NOTRe et la loi MAPTAM. Et puis enfin, il y a eu le 3e point, la fusion des régions. Donc, je dois dire que
le contexte environnant a été compliqué, si je puis dire, par tous ces éléments et qui ont montré la transformation des collectivités territoriales, aussi bien au niveau institutionnel que dans l'exercice de leurs compétences. Et avec le recul et le retour d'expérience, il apparaît que le transfert du FEDER et du FSE s'est globalement bien déroulé et que celui du FEADER a été plus délicat en termes d'anticipation et de préparation. Alors toutefois, certaines régions avaient bien anticipé, ou mieux anticipé que d'autres. Puis il y a des régions aussi qui n'ont pas bougé. La Bretagne, la région où j'habite, il n'y a pas eu de transformation. C'est plus facile que quand il y a des fusions de régions. Mais j'ai vu que vous étiez allé en Nouvelle-Aquitaine, comme vous l'avez indiqué. Comme je l'avais indiqué en préambule, le gouvernement est évidemment pleinement mobilisé pour résoudre ces difficultés bien identifiées sur le FEADER. Et je tenais à vous faire part des différentes mesures mises en œuvre depuis plusieurs mois. Ces difficultés sur le FEADER, qui ne concernent donc pas mon ministère, je le rappelle, mais je peux quand même vous dire quelques mots, sont de plusieurs natures et à chaque fois, des mécanismes de correction ont été mis en place. Tout d'abord, et cela remonte très souvent des difficultés liées aux outils informatiques. On a dû vous le dire, les logiciels, ISIS, Osiris, enfin bon, tout ça, voilà. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais les difficultés peuvent être résumées par le fait que ces logiciels continuaient à fonctionner conformément à la précédente programmation et sans prendre en compte les changements intervenus avec les transferts et évolutions de gouvernance. Je vous le fais, voilà. L'État a pris la mesure de ces dysfonctionnements et a déployé toutes les mesures nécessaires pour établir un fonctionnement correct des outils. Il n'y a plus de retard de paiement pour le FEADER, sauf sur le programme LEADER. Sur LEADER, l'État se mobilise fortement depuis le début de l'année 2018 pour appuyer l'action des régions à travers 3 mesures d'accompagnement: la finalisation de la production des outils informatiques, une meilleure coordination à travers la mise en place d'un groupe technique LEADER qui réunit tous les acteurs, et troisièmement, la formation des instructeurs et, dans certaines régions, des recrutements pour résorber les stocks. Des premiers résultats sont tangibles. Déjà, on le voit maintenant, au moment où nous sommes, au milieu de l'année 2019. Les engagements au niveau national s'élèvent à 22% de l'enveloppe LEADER et les paiements à 7%. Alors évidemment, avec des variations selon les régions. Il y a des régions qui sont plus performantes que d'autres, si je puis dire. Bon. Autre difficulté, et nous la connaissons tous, la méconnaissance des dispositifs européens par les porteurs de projets et le déficit d'ingénierie de certains pour bénéficier des fonds. Alors, première remarque que je fais toujours remarquer, parce que moi j'ai suffisamment d'antériorité, c'est comme ça qu'on peut dire, pour avoir toujours remarqué, je le disais hier, que par exemple, dans mon département, je suis toujours assez frappée, puisque j'ai connu, moi, les zonages, le temps des zonages, les baies, tout ça, voilà. Et je suis toujours frappée que ceux qui avaient déjà bénéficié des fonds européens grâce au zonage sont toujours les secteurs les plus performants pour obtenir aujourd'hui encore des fonds européens. Parce que, tout simplement, ils ont l'expérience, l'antériorité, des personnels qui ont déjà monté des dossiers, etc. etc. Ça, c'est la première remarque que je fais et qui montre qu'on a besoin d'ingénierie pour monter les dossiers européens. C'est ça qui est... Voilà. Et donc, un partenariat de qualité entre l'État et les régions est indispensable. Et c'est ce à quoi je m'emploie lors du comité État-région qui s'est tenu début juillet. En outre, j'ai demandé à mes services de travailler sur la possibilité d'organiser des formations au niveau national qui pourraient se tenir de manière déconcentrée dans les territoires, en partenariat avec les régions, pour avancer de manière dépassionnée, si je puis dire, sur les opportunités, les obligations et les améliorations du processus. Pour résumer, je dirais que l'amélioration de la gestion des fonds européens est évidemment possible
et repose sur des principes de responsabilité, mais aussi de partenariat. C'est quelque chose qui, en moi, est une conviction. Même si on vit une période de république décentralisée, même s'il y a des compétences qui sont aux collectivités territoriales, je ne crois pas au mur de verre entre l'État et les collectivités territoriales. Je crois qu'on a toujours besoin des uns et des autres, dans ce domaine comme dans d'autres, dans l'intérêt global de nos concitoyens. Ça, je crois ça. Je voudrais aussi aborder un petit sujet, parce que ça a été évoqué quand on a eu le débat sur l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui a été voté définitivement, et dont les préfets de département sont les délégués territoriaux, que naturellement les préfets peuvent informer et orienter les porteurs de projets vers les autorités de gestion dont ils relèvent. C'est-à-dire, tel projet relève de telle autorité de gestion, soit le ministère de l'Agriculture, soit la région, enfin, voilà. Mais, naturellement, il ne s'agit pas de... On ne peut pas, parce que ça avait été souhaité par certains d'aller plus loin, mais l'ANCT ne peut pas empiéter sur le rôle des autorités de gestion. Je veux dire, les régions ne seraient pas tout à fait d'accord qu'on vienne... s'immiscer, si je puis dire, dans leur mission. Par contre, les préfets peuvent dire telle autorité de gestion correspond au projet que vous portez. Pour terminer, je souhaiterais vous dire quelques mots sur la préparation de la prochaine programmation. Cette préparation est essentielle à 2 titres, afin que la France puisse disposer de l'enveloppe la plus élevée possible, bien sûr, et avec la souplesse de gestion nous permettant d'atteindre nos objectifs en matière de cohésion des territoires, et bien sûr pour anticiper et ne pas reproduire les écueils constatés, par exemple, sur Leader. Au niveau européen, nous plaidons pour à la fois pondérer la baisse de l'enveloppe FEADER, qui pourrait passer de 8 milliards et demi d'euros contre 11 milliards aujourd'hui, puisque le Brexit et donc la disparition d'un contributeur net engendre, évidemment, naturellement, une baisse de l'enveloppe. Voilà. Deuxièmement, la définition d'un objectif territorial pour le FEDER. La Commission propose de définir à hauteur de 15% de l'enveloppe nationale un objectif stratégique en faveur des zones urbaines, rurales et côtières pour traiter des disparités infrarégionales. Ceci s'applique pour les États membres dont le revenu national brut par habitant est supérieur à la moyenne communautaire. Nous y sommes naturellement favorables, mais nous souhaitons aller plus loin. En effet, en prenant comme base de référence le PIB par habitant au niveau régional, nous pourrions porter cette part à 25% dans la très grande majorité des régions françaises, celles dont le PIB se situe en dessous de la moyenne communautaire. C'est un souhait des régions et j'y suis bien évidemment favorable afin de permettre de mieux prendre en compte les disparités infrarégionales. Parce qu'à l'intérieur d'une même région, vous avez des disparités qui sont importantes. Ce référentiel statistique pour calculer cette concentration thématique est déjà sur base régionale dans la période actuelle. Au niveau national, l'orientation qui a été prise et dont les présidents de région ont été informés avant l'été porte sur la continuité sur le FEDER et le FSE, gage pour nous de simplicité et d'efficacité, une clarification, la question que vous m'avez posée tout à l'heure, des lignes de partage entre l'État et les régions sur les FEADER. Alors, c'est un sujet très sensible. Hein. Il y avait les positions des régions, les positions du ministère de l'Agriculture, les positions
de la FNSEA, les positions des agriculteurs hors FNSEA, etc. Et nous avons décidé, le président de la République, enfin le Premier ministre, pardon, a décidé qu'il y aurait une séparation entre ce qui est le surfacique et le non surfacique. Alors, pour mémoire, il y a deux types de mesures dans le FEADER. Les surfaciques, c'est-à-dire 70 à 80% du FEADER, qui sont lissés à chêne, les MAEC, les aides réservées au bio aussi. Et puis, il y a les non surfaciques, c'est-à-dire les mesures d'investissement et le développement rural. Investissement paysan, si je puis dire, agriculture, et le développement rural, dont leader d'ailleurs. Vous le savez, la proposition de la Commission est de séparer les autres fonds, ça c'est nouveau aussi, enfin de séparer le FEADER des autres fonds, c'est-à-dire que le FEADER ne serait plus rattaché aux fonds structurels et de le réintégrer au fond dans le premier pilier de la PAC. C'est un truc qui n'est... C'est une proposition. On n'est pas au bout, ça, de cette... Pas encore. Voilà. Bon. Donc, évidemment, c'est aussi une nouvelle donnée, si je puis dire. Hein. Alors, sur les décisions du gouvernement français entre le surfacique et le non surfacique, et encore, ou parfois contestées par les régions, qui auraient voulu la totalité, l'État considère qu'il a aussi des politiques nationales à mener, qui sont liées au changement climatique, aux problèmes de l'eau, qui sont aussi des politiques qui doivent être menées nationalement et qui considèrent donc qu'une partie des fonds peuvent être gérés au niveau national. Je me permets de dire que je crois que le monde agricole est plutôt favorable à cette solution qui a été proposée par le gouvernement français. Parce que je crois le dire, c'est une sécurité pour les agriculteurs d'une garantie d'une politique nationale dans certains domaines. Voilà. Autant sur des décisions, je dirais, de gestion locale, etc., c'est facile. Autant il y a ce sentiment qu'il faut avoir une politique nationale dans certains domaines. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel des choses. Peut-être pouvons-nous passer maintenant à certaines questions que vous voudriez nous poser. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, à mon tour, je vous remercie d'avoir accepté de venir nous parler aujourd'hui. Et vous remercier pour tout ce que vous venez de nous exposer. Bon, c'était bien clair et bien détaillé. Voilà. Alors, je n'aurai pas de questions extraordinaires à poser parce que beaucoup de choses ont été dites et depuis que nous travaillons, nous ne pouvons que faire deux constats, c'est ce que je voulais souligner. D'une part, la gestion des fonds européens souffre d'une réelle complexité administrative, chacun le sait, qui est accentuée par l'accumulation de normes à chaque niveau décisionnel, y compris régional, donc ça, il faut le prendre en considération. Le contrôle des fonds également devient de plus en plus lourd, et à tel point qu'on a même pu nous parler de surcontrôle. Le deuxième constat concerne l'inégalité des territoires. Les difficultés paraissent surtout concerner les collectivités territoriales de petite taille, dont les ressources administratives sont limitées.
De ces deux constats découle la nécessité de simplifier, bien sûr, et d'alléger la charge administrative d'une part, et d'autre part, de mutualiser les moyens en privilégiant l'intervention intercommunale qui semble être le niveau pertinent pour le montage des dossiers avec une éventuelle assistance technique. Alors, bon, ce qui a amené mon groupe, les indépendants, République et Territoires, de proposer cette mission, c'est le ressenti des territoires qui est, il faut bien le dire, trop souvent négatif. Et d'ailleurs, vous l'avez dit aussi, les articles de presse récemment l'ont évoqué. Donc il fallait aller plus loin et se rendre compte, nous nous en sommes rendus compte, qu'il n'y avait pas de sous-utilisation chronique, mais simplement toutes les difficultés que vous avez évoquées. Alors, la loi portant la création de l'Agence nationale de cohésion des territoires a été adoptée en juillet dernier. Une de ces interventions spécifiques sera les fonds européens structurels et d'investissement, en informant et orientant les porteurs de projets dans leur demande de subvention et en coordonnant l'utilisation de ces fonds. Pourriez-vous, là va être ma question centrale, pourriez-vous nous apporter des précisions sur les moyens mis à disposition de l'agence pour que cette mission soit réellement efficace et puisse répondre dans chaque département aux demandes des collectivités candidates aux fonds européens? Voilà, on attend beaucoup, bien sûr, de cette agence. Et voilà, quels sont les moyens mis à disposition? Merci. Oui, vas-y, Hugo va vous répondre. Vas-y. Madame la rapporteure, Madame la Présidente, je comprends de Madame la Ministre, on a eu l'occasion de vous présenter, vous vous souvenez de l'activité du Commissariat général à l'égalité des territoires. C'est une activité, on vous l'avait dit, évidemment, qui est passée sous l'autorité de la Ministre. Le choix qui a été fait, confirmé par la loi, vous l'avez redit, en cours de confirmation par le décret d'organisation, ça fait un peu des mesures techniques, mais on en est vraiment à cette étape au moment où je vous parle, c'est d'organiser tout bonnement et tout simplement le transfert de l'ensemble des effectifs qui sont aujourd'hui au sein du Commissariat général à l'égalité des territoires, au sein de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Donc, grosso modo, retenez, il y a une vingtaine d'agents qui aujourd'hui sont au CGET et qui demain seront à l'Agence nationale de cohésion des territoires. Il y a une petite subtilité qui est importante compte tenu du rôle de l'État, que la ministre a souhaité qu'on puisse introduire, c'est que l'agence, c'est un lieu, comme vous le savez, avec un conseil d'administration qui fait de la place aux représentants de l'État et aux collectivités, présidé par la collectivité. C'est prévu par le texte. Présidé par la collectivité. Peut-être vous voulez vous dire, il y a une courte majorité. Non, mais attends, je sais ce qu'il dit Pierre. La majorité. Oui. Je sais. Mais tu vois, comme quoi vous vous rappelez que des trucs. Mais c'est une agence, c'est normal. L'Agence nationale de cohésion des territoires est une agence d'État. Donc, c'est une agence d'État. Mais déjà, nous faisons. L'État est ravi qu'un élu préside l'Agence nationale de cohésion des territoires. Mais il nous semblait justifié que l'État ait la majorité dans l'agence, qui est à destination des territoires et qui sera présidée par les territoires. Quand il y a des agences départementales, le département ne fait pas présider son agence par le préfet. Non, mais voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Allez-y, Hugo. Non, mais donc la singularité du sujet, c'était qu'il fallait trouver un dispositif dans lequel donc, ces effectifs puissent apporter, remplir les missions que vous avez évoquées, informer, orienter et coordonner l'utilisation de ces fonds. Et en même temps, ce sont des fonctions, ce sont des missions qu'elles réalisent pour le compte de l'État. Donc l'idée, c'était de partager ces personnels et de trouver un dispositif qui puisse permettre que la France, en particulier quand elle doit porter sa position à Bruxelles, puisse, en quelque sorte, parler par l'intermédiaire de l'État. Voilà, donc c'est des effectifs partagés et sur ces missions-là, qui, pour ce qui est de la contribution à la définition des positions françaises à Bruxelles et dans le concert européen, agit vraiment sous l'autorité directe de la ministre. Donc c'est une petite singularité dans les missions. L'essentiel est réalisé pour le compte du conseil d'administration, et cette mission-là, elle est réalisée dans le cadre d'une structure
partagé, avec une courte majorité État et une présidence collectivité, mais pour le compte de la ministre. Et j'insiste sur un petit point c'est un point de détail, hein, mais souvent, ce sujet est revenu dans le débat. On tire parti de la circonstance, donc du transfert de ces effectifs au sein de l'agence, pour assurer un meilleur pilotage d'un outil qui est essentiel dans la vraie vie des porteurs de projets, c'est le système d'information. Pour le suivi des projets européens, on a un système d'information que l'État avait pour mission de développer pour le compte de l'ensemble des autorités de gestion, donc pour les régions en particulier. Ça s'appelle le système d'information Synergie. Et on avait une gouvernance qui était un peu compliquée avec des éléments qui étaient développés. C'était la maîtrise d'ouvrage, était du côté du ministère de la Cohésion des Territoires, mais il y avait un travail qui était réalisé par un autre ministère. Là, le choix qui est fait, c'est de tout remettre ensemble. Et j'insiste, c'est un choix que la ministre a proposé au président Morin. Et ce dernier l'a accepté, considérant que, précisément, même si les démarrages avaient été parfois un peu difficiles, le système était suffisamment robuste et efficace pour qu'il soit complètement développé, aujourd'hui par le CGT, demain par l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et c'est vraiment ces histoires vous savez à quel point ça nous a pollué la vie, ces histoires de système d'information. Et quand je dis nous, c'est l'État, hein, parce que chaque fonds avait un système d'information différent. Là, voilà, puisque j'ai donné un chiffre, j'en donne un deuxième, c'est 14 agents de plus qui vont intégrer l'agence pour continuer d'apporter cet outil de suivi et de programmation des fonds européens qui permet de vous informer en temps réel de l'état des consommations. Voilà. Oui, moi j'aurais plusieurs remarques suite aux différentes auditions. C'est vrai que les fonds européens, traditionnellement, par le passé, allaient beaucoup plus vers des territoires zonés. Et que l'ouverture des fonds européens à l'ensemble des territoires fait qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, parce que la matière grise est plutôt dans les métropoles, dans les grandes villes, et que là, il y a un équilibre à retrouver. Les territoires les plus défavorisés bénéficient le moins des fonds européens, notamment du FEDER, FSE, et même le FEADER, où l'agriculture périurbaine sait bien tirer ses fruits. C'est le premier constat, et je pense qu'il faudra être attentif à rééquilibrer. L'autre point, par exemple pour Leader, quand un système coûte plus cher en fonctionnement qu'en apport à ceux qui demandent les dossiers, c'est qu'il y a un problème. Et l'Europe a compris cette difficulté. Les contrôles ou l'exigence sur les dossiers doivent être adaptés au montant apporté. Quand on apporte 5 000 € auprès d'une association ou d'une petite collectivité et que le dossier est trop lourd, ça coûte très cher en gestion, ça n'est pas normal. Et là, je crois qu'il y a impérativement obligation de simplifier, de négocier avec Bruxelles, qui je pense, en a pris conscience. Enfin, le dernier point, on a beaucoup reproché l'empilement des règles pour les fonds européens. L'Europe fixe un certain nombre de règles. La France fixe des règles. Et on termine aux régions qui fixent leurs règles. On empile. On a remarqué dans certains États comme l'Allemagne qu'il y avait une négociation beaucoup plus forte entre l'État et l'Europe et entre l'État et les régions. C'est-à-dire qu'on sait adapter les procédures et les fonds à les besoins. Et ce que réclament notamment les régions, notamment sur les aides surfaciques qui vont revenir à l'État, les régions sont un peu inquiètes. Les régions sont un peu inquiètes, tout simplement parce que les priorités d'une région ne sont pas les mêmes que celles d'une autre région. Et qu'il est important, c'est vraiment aussi, moi je l'ai subi, j'ai utilisé des fonds européens pendant 30 ans, l'État a toujours raison, emmène souvent vers des grosses erreurs et que vraiment un des points faibles, c'est la concertation entre l'État et l'Europe qui aujourd'hui a compris que ça devenait impopulaire et que l'Europe était mal ressentie. C'est l'exemple typique Leader. Leader,
touche tous les Français, est bien ressenti. Mais c'est tellement lourd à porter, on reçoit l'argent 3, 4, 5 ans après, c'est pas bon. Et en plus, ça coûte très cher dans le fonctionnement, c'est qu'il y a un problème. Donc, il ne faut pas supprimer leader, mais il faut vraiment simplifier et discuter. J'entends tout à fait ce que tu dis. Je reprends par la fin le fonds leader. En plus, encore une fois, pour avoir un peu géré cela, il y a aussi un saupoudrage qui parfois, on va avoir un coût de gestion du dossier qui va être supérieur à la subvention qui va être donnée. Ça fait partie aussi des réflexions. Mais l'enjeu de la simplification d'une manière générale, c'est vrai, c'est trouver un meilleur équilibre entre un principe de bonne gestion financière et une mise en œuvre plus fluide et plus performante. Alors évidemment, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel, la Commission européenne a adopté une modification réglementaire, dite Omnibus, visant à simplifier la mise en œuvre. Et pour la programmation post-2020, la Commission a présenté 80 mesures de simplification. Alors, espérons que ça va nous simplifier les choses. Et puis, je voulais dire aussi que nous avons un comité, en tout cas nous dans notre pays, État-région, interfonds d'ailleurs, qu'on a réuni début juillet, que j'ai présidé le 2 juillet, avec les présidents de région et celui qui est président de la commission à l'intérieur de l'ARF, c'est Marseille. Renaud Muselier, qui était là et qui a présidé, et toute notre réunion a consisté à adopter bien sûr la feuille de route pour l'élaboration des accords de partenariat et des futurs programmes, et aussi des méthodes communes d'optimisation, je dirais, sur la gestion, sur les programmes qu'on voudrait, mettre en premier. Enfin voilà, il y a donc un travail commun avec les régions qui se fait à travers ce comité État-région, et ça s'est très très bien passé. On parle aussi bien des systèmes d'information que les décisions qu'il faut prendre, que les accords que l'on passe pour que, quand il y a une réunion à Bruxelles, j'aille défendre la position de la France, qui est en fait la position du gouvernement, mais aussi des régions. Alors évidemment, quand tu compares avec l'Allemagne, on est dans un autre système, parce qu'on est dans un État fédéral, et que tout se traite au niveau fédéral. D'ailleurs, moi j'ai participé dans la première réunion sur les fonds européens. J'étais encore, je crois... Non, je venais d'arriver là, ce ministère. Bon. Je suis allée à Bruxelles et il y avait une volonté de la Commission qui voulait que tout soit centralisé dans tous les États. Voilà. Et on était un certain nombre de pays à dire non. On voudrait qu'il y ait des systèmes, enfin des porteurs, des gestionnaires qui soient autre que l'État, et l'Allemagne nous soutenait, ou plutôt on soutenait l'Allemagne, puisque c'est un État fédéral, et que nous avions déjà transféré une partie des fonds aux régions. Donc j'ai été vraiment plaidée à Bruxelles, et ça a finalement été accepté. Et je dois dire d'ailleurs que tout à l'heure, je crois qu'il y a un mot de recentralisation qui avait été évoqué, hein, c'est ça. En clarifiant les rôles, on réalise aussi une réelle décentralisation, car il y a aujourd'hui des agents de l'État qui assurent l'instruction pour lesquels les régions vont devenir autorités de gestion. Et en fait, il n'y a pas de recentralisation du FEADER, c'est tout le contraire qui se produit. Hein. Et il va y avoir même des transferts de personnel que vous évaluez à 350 et 400. Voilà. De l'État vers les régions. Qui est majoritairement instruite par la DDT aujourd'hui.
Parce qu'aujourd'hui, c'est la DDT qui instruit. Très grosse majorité des mesures. Ouais. En montant, c'est tout, en fait. En fait, dit autrement, il y avait une décentralisation qui était un peu fictive. En fait, les régions avaient la fonction d'autorité de gestion du FEADER, mais en moyenne, à peu près 80% des mesures étaient instruites par l'État. C'est une fausse décentralisation, si je puis dire. Et là, on va réaliser la vraie décentralisation. Donc, même si les régions râlent parce qu'elles n'ont pas tout à 100%, en réalité, on fait une véritable décentralisation puisque les instructions étaient encore faites par les personnels d'État. Et les contreparties en plus. Je suis désolée, mais là je ne comprends pas par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la séparation entre le surfacique et le non surfacique. Donc je veux dire, si on reprend la main, si l'État reprend la main sur le surfacique, je ne vois pas en quoi on a une décentralisation. Allez-y. Sur le non surfacique, où l'État donc donne, hein, elle donne enfin avec, si je puis dire, les moyens qui n'étaient pas allés avec. Donc sur le non surfacique aujourd'hui, on était dans une situation où il y avait une décentralisation de façade et la réalité d'un pouvoir qui était entre les mains des services de l'État. Demain, les services de l'État, on a donné des chiffres, mais enfin, il faut juste retenir que précisément la discussion doit commencer maintenant pour regarder précisément la réalité des moyens. Il n'y a pas de chiffres parce qu'il faut... tout l'effort de négociation, c'est de regarder combien d'agents, vous imaginez bien qu'ils font plusieurs activités à la fois, c'est un travail très fin, il faut mettre les moyens en face. Le souhait affirmé par le gouvernement, c'était d'avoir une décentralisation à tous les effets, mais pas sur la totalité. Voilà. Mais au moins, dire qu'il y a quelques centaines, que ça peut se compter en centaines, je ne sais pas combien, ça donne une idée de l'ampleur quand même du mouvement qui reste à accomplir et du caractère limité de la décentralisation précédente. On va revenir en fonction de ce que vous venez de dire et de la question de Pierre Luot. Il y a quand même quelque chose, moi, qui me pose un problème de cohérence. Parce que séparer le surfacique du non surfacique, quelque part, ça remet en cause la cohérence des politiques agricoles et des politiques de développement durable. C'est difficile de concevoir qu'on puisse faire une politique de développement rural sans intégrer des éléments... alors, je vois bien ce qui est en jeu, on le sait. Je veux dire qu'il y a eu des contestations, qu'il y a un risque, c'est vrai qu'il y a un risque de différenciation entre les régions. De toute façon, aucune politique n'est parfaite. Il y a toujours des risques, quel que soit le système qu'on adopte. Mais ça me semble un peu contradictoire, parce qu'on ne peut pas demander aux régions de s'engager dans des politiques de développement rural, dans des politiques environnementales fortes. On les fait quand même avec le SRADET, avec le CRD. C'est des choses quand même qui sont lourdes pour les régions. Et en même temps, perdre la main sur un volet qui est un volet fondamental du développement agricole. Et on voit bien où le bas blesse et où il y a un vrai problème d'appropriation des enjeux de mutation agricole et de mutation environnementale. Alors, vous qui plaidez pour la concertation, et je trouve que c'est la bonne façon de résoudre les choses, plutôt que d'aller dans une séparation entre surfacique et non surfacique, est-ce que ce n'était pas plus cohérent, au nom de la cohésion des territoires, d'aller vers un partage de compétences et vers au contraire une cohésion entre les territoires et une concertation. Parce que là, la concertation, je ne vois pas bien où elle va aller. Et ce n'est pas une question de je veux garder mon enveloppe ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est vraiment une question de cohérence de politique publique, en fait, d'articulation entre politique publique nationale et politique publique régionale. Et si on veut faire des régions des partenaires des politiques nationales, ça me semble quand même assez logique, et de ne pas aller vers une diversification de ces politiques régionales qui mettrait en cause la cohésion nationale. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on n'en prend pas le chemin. C'est-à-dire, de façon évidente, et vous venez de le soulever,
Il n'y a jamais de mur de verre, je l'ai dit tout à l'heure. Et évidemment qu'il y a des choses qui se recouvrent. Et c'est là où, comme on le fait par exemple pour le FSE, parce que ça se fait très bien pour le FSE, il y a du FSE qui est État, il y a du FSE qui est département, etc. Et on travaille ensemble. On fait de la politique intelligente et contractuelle ensuite, mais en même temps, l'État peut assumer une politique nationale, et tout à l'heure Pierre l'a dit, je crois, prenons le bio. Moi, je connais un viticulteur, par exemple, pas très loin de chez moi, qui est à cheval sur 2 départements et 2 régions, et qui fait du bio. Il n'y a pas les mêmes règles, et c'est le même vignoble. Parce qu'il est dans la Sarthe, à la limite même du Loir-et-Cher, mais vraiment à la limite. Et c'est donc la région Centre-Val de Loire et la région Pays de Loire. Et c'est pas les mêmes. Et lui, il est venu me voir parce qu'il se trouve que ce viticulteur est en même temps le président national des chambres d'agriculture. Il est venu me voir et lui, il m'a plaidé. Il est venu plaider pour que le gouvernement puisse continuer à faire des politiques de soutien à des politiques partout sur le territoire. Vous voyez? Donc ça permet aussi d'assurer, mais ce n'est pas contre les régions, on peut tout à fait travailler ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, c'est un point de vue. Et ce que j'ai raconté tout à l'heure, là, notre comité État-région Interfonds, c'est fait pour ça. Oui, en tout cas, je pense que c'est un point de vigilance, hein, parce que de toute façon, à chaque solution, on a des nouveaux problèmes. Ça, on dirait que la politique publique vérité, ça n'existe pas. Donc, et à mon avis, c'est une dérive possible. Donc, ça sera un point de vigilance qui est important. Alors, j'aurais un autre point à vous proposer de réflexion, parce que nous, on va avoir à arbitrer dans le cadre de nos conclusions. C'est par rapport, vous l'avez un peu soulevé, par rapport au programme opérationnel. Est-ce qu'il faut réduire le nombre... c'est bon? Oui, allez-y. Il est 4 heures. Dans une demi-heure. Bon, d'accord. Il me semble qu'on a... Non, parce que j'ai une autre réunion derrière et j'avais oublié l'heure. Excusez-moi, madame. C'est bon pour vous, il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est bon. D'accord, ok. Donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'il faut réduire le nombre de programmes opérationnels au nom de la souplesse et de la simplicité, et quelque part de l'efficacité, et ça veut dire au risque, puisque toute solution amène des dérives possibles, de globaliser cette utilisation et d'être moins dans la réponse aux spécificités territoriales. Comment vous voyez les choses? Exemple leader, quoi, je veux dire, où finalement on fait de la dentelle, on se demande quelquefois où est le sens de la dentelle. Comment vous voyez l'évolution de... Alors, il y a un nouvel objectif stratégique européen qui a réfléchi, n'est-ce pas, pour répondre aux disparités territoriales et infrarégionales pour la période 2021-2027. Et le nouvel objectif stratégique, c'est une Europe plus proche des citoyens, aussi bien pour les zones urbaines, rurales, côtières, etc. Et cet objectif est souvent appelé l'objectif territorial, et qui peut constituer concrètement une opportunité pour traiter des disparités infrarégionales et donner corps à la cohésion des territoires. En termes de mise en œuvre, il offre l'occasion de massifier et coordonner l'effort public en direction des territoires qui ont été les plus fragilisés par la crise, qui continuent de décrocher ou se situent dans les périphéries. C'est-à-dire qu'on pourrait apporter des moyens supplémentaires pour aider à remédier aux disparités, aux pauvretés dans les villes et dans les campagnes. Et ça engendre évidemment des choix. C'est ça toujours le problème. Ça veut dire moins de programmes opérationnels, mais une capacité d'intervention. Voilà, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Vas-y. Enfin, c'est vraiment la grande nouveauté de la future programmation obtenue à la demande de la France. C'est vraiment c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les appels à projets qu'on lance, comme on essaie de consommer, comme tout le monde est de bonne foi, il essaie d'utiliser l'argent, voilà,
on a quand même tendance à primer des projets qui sont portés par des gens expérimentés, souvent dans des métropoles, pas seulement, et des projets de grande ampleur, parce que ça permet de consommer d'un coup, et puis il y a des coûts fixes d'instruction. Voilà. Donc l'idée de l'objectif territorial, c'était d'arriver à réserver à des territoires donnés 15% des crédits. Vous l'avez, Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, on essaie de faire en sorte que les calculs évoluent pour que ça puisse être porté à 25%, avec l'idée, les 15-25%, c'est pas pour l'Île-de-France, pour faire vite. C'est pas pour Rhône-Alpes, c'est pour celles des régions où les modes de calcul, les modes d'instruction avaient tendance à privilégier toujours les mêmes territoires. Et là, avec cette idée qu'il faut trouver des territoires ruraux, côtiers, urbains, bien sûr, où on pourra tenir compte de la spécificité territoriale. Donc l'objectif, c'est devient le développement du territoire. L'objectif, c'est pas juste de, je sais pas quoi, de favoriser l'utilisation du numérique. Voilà. Et quand on avait des objectifs de cette nature-là, ça favorisait les territoires qui étaient les plus structurés. Donc ça, c'est une vraie nouveauté, et ça vient contrebalancer le risque que vous évoquiez tout à l'heure, sachant que c'est aux régions de faire cet effort d'identification des territoires où ils souhaitent que l'objectif territorial se déploie sur le terrain, avec un cadrage national. Jusqu'à présent, c'est vraiment un truc tout à fait neuf. Hein. Dans la programmation actuelle, il y a 2 objectifs qui ont une territorialité. Il y a l'urbain, 10% pour les quartiers prioritaires dans la politique de la ville. Et par ailleurs, il y avait un deuxième objectif qui n'était pas territorial, mais qui ne s'appelle pas comme ça, mais c'était l'effort pour le transfrontalier. Où il y avait 1 milliard d'euros pour les territoires transfrontaliers, un peu plus, 1,2 milliard. Là, pour la première fois, on a un outil de développement pour les territoires ruraux et qui permet d'avoir, avec des règles et des modalités de sélection des projets, qui permet de ne pas avoir cet effet d'éviction des plus démunis, enfin, en termes d'ingénierie, évidemment. J'ajoute à ce que dit Hugo, le fait que nous allons avoir un autre outil qui pourrait nous permettre, je dirais, d'amplifier en plus cette politique, ou plutôt déjà de la coordonner, c'est que notre nouvelle génération de contrats de plan État-région coïncide avec la nouvelle génération de fonds européens. Et cette idée de CPER, que ça y est, la circulaire est partie, je crois, vers les préfets, que nous avons négocié avec les régions. Nous avons décidé, enfin quand je dis négocier la philosophie nouvelle. Parce qu'autrefois, les CPER, pour faire vite, c'était essentiellement le développement des grandes infrastructures sur le territoire français, payées par l'État et les régions. Et sur lequel venaient se greffer parfois aussi des fonds européens. Et c'était une politique nationale, si je puis dire. Là, nous avons travaillé, le gouvernement, nous avons travaillé pour dire maintenant on va faire de nouveaux CPER, c'est-à-dire qu'on va partir des besoins des régions, c'est-à-dire qu'on va pas avoir un modèle qu'on va dupliquer sur la France entière. On va négocier avec la région Bretagne telle et telle politique selon les besoins, et peut-être qu'avec la région Hauts-de-France, on négociera d'autres politiques. Alors on a, si je puis dire, encapsulé là-dedans tout ce qui est transport, parce que ça, autrement, ça bouffe 100% du... Voilà, on l'a encapsulé, si je puis dire, traité à part. Ceci permettra exactement ce que les fonds européens veulent faire, c'est-à-dire territorialiser et aider les territoires en fonction des problématiques de chaque territoire. C'est ça l'idée nouvelle que nous avons travaillé avec les régions et que les régions ont accepté bien volontiers. Si j'utilisais un mot que vous connaissez, c'est le principe, au fond, de différenciation. C'est reconnaître que les territoires sont différents et qu'on ne va pas apporter les mêmes réponses partout. Ce qui est important, c'est d'apporter des réponses qui sont utiles au territoire. Et ça, c'est quelque chose qui est
qui est très important et qui permettra, je dirais, de renforcer cette politique de territorialisation des fonds européens et d'apporter là où il faut les fonds. D'ailleurs, bon, je ne vais pas étendre, mais vous avez fait un rapport sur les ZRR ici au Sénat. Il est parti, notre ami. Il y a un moment où il faut se poser la question aussi, et c'est toujours très difficile, hein, c'est d'accepter qu'on met plus d'argent à certains endroits qu'à d'autres. Parce qu'il y a des territoires qui ont plus besoin d'être aidés que d'autres. C'est comme ça. Il y a des territoires... alors, ce n'est pas forcément territoire urbain et versus territoire rural. Il y a de l'urbain qui se porte très bien et il y a de l'urbain qui ne se porte pas très bien. Hein, et il y a du rural qui se porte bien. Hein, donc, il faut manier tout cela, être au plus proche du terrain et territorialiser au mieux. Et quand je dis territorialiser, ce n'est pas à l'échelle d'une région. Hein, c'est, comme on l'a vu, infrarégional. Hein, c'est beaucoup plus près que cela. Hein. Surtout que les régions ont maintenant des dimensions importantes entre Guéret dans la Creuse et Biarritz. Voilà, voilà, nous ne sommes pas dans le même monde, si je puis dire. Hein. C'est pour ça aussi que l'État pratique de plus en plus une politique de contractualisation avec des territoires en difficulté. Comme j'y pense parce que je parle de Guéret, on a fait un contrat avec le département de la Creuse, parce que c'est un département qui se dépeuple, qui est en difficulté, et s'il n'y a pas d'intervention publique, il ne se passe rien. Les Alpes-Maritimes, il y a des sujets qui ne vont pas bien, les Alpes, ils ont des problèmes, mais ça va plutôt mieux, quoi. Hein. Si les collègues me permettent, c'est intéressant ce que vous dites, mais en même temps, est-ce que cette contractualisation, elle ne peut pas s'appuyer sur la contractualisation mise en place par les régions? Vous parlez d'une contractualisation avec le département de la Creuse, mais en même temps, la région Nouvelle-Aquitaine, il se trouve que je suis conseillère régionale aussi, la région Nouvelle-Aquitaine est en train de mettre en place des contrats territorialisés avec des grands territoires. Il y en a une cinquantaine sur la Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même la taille de l'Autriche. Hein. Enfin, je veux dire, ça, c'est l'équivalent. Je vous arrête, parce que la région a contractualisé avec nous dans ce contrat avec voilà. La région, avec le département de la Creuse. L'objectif, c'est bien d'éviter les usines à gaz. Mais oui. C'est-à-dire que si chacun fait son projet de territoire non, tout ça a été concerté. Et nous étions à Felletin. Vous savez, on était dans le lycée professionnel, les fameux, quand le bâtiment va, tout va. Je cherche le nom du Creusois. Oui, mais je cherche le nom, celui qui a dit ça, qui était député de la Creuse. Quand le bâtiment va, tout va. Ça va me revenir. Cherchez. Il y a eu notamment sur l'aspect lycée professionnel, il y a eu une ligne dans Martin Nadeau. Voilà, merci. C'est elle qui a été le plus vite sur Internet. Et donc, la région qui est en charge de la formation a d'ailleurs mis dans ce contrat une aide très importante pour ce lycée professionnel qui est très connu dans la France entière et qui a formé beaucoup de gens. Donc, effectivement, tout ça, par exemple, dans le Nord, pour vous donner un deuxième exemple, on a été signé un contrat avec un territoire qui est à cheval sur 2 départements, le Nord et l'Aisne, si j'ai bonne mémoire, c'est Sambre, Avesnois, Thiérache. C'est une région très pauvre, en très grande difficulté, et on a signé donc avec les départements et la région des Hauts-de-France pour ce territoire, et chacune des collectivités aussi apporte sa pierre à l'édifice. Et là, vous voyez, on est même pas sur une entité
administrative, ou voilà, on l'a fait sur un territoire qui est véritablement en très grande difficulté. Si je me permets de résumer un peu la discussion qu'on a eue, Je vous en prie. Pour être sûr de ne pas faire de contresens, me corriger bien entendu. Une première ligne directrice, ça serait pas de remise en cause de la décentralisation et considérant que les difficultés sont plus dues à un contexte que vous avez parfaitement décrit au début de votre intervention que à une question de bon fonctionnement en tout cas, Oui. mais clarification Oui. des compétences, en particulier dans le domaine agricole, au nom de la cohésion de certaines politiques nationales qui doivent être déclinées sur le territoire en toute responsabilité. Oui, et intérêt Première général. chose. Voilà. Donc je ne fais pas de contresens Non, en disant non. ça. Deuxième ligne force, s'appuyer sur la contractualisation du territoire, puisque la clarification des compétences ne veut pas dire, pour autant, frontières. Pas de mur entre de les verre, je dis, moi. Voilà. C'est plus joli d'ailleurs. Pas de mur de verre entre les différents niveaux de collectivité. Et donc s'appuyer sur la contractualisation territoriale. Et troisième ligne de force, intégrer la dimension européenne à cette contractualisation, une nouvelle contractualisation ou nouvelle méthode de contractualisation, et faire des crédits européens un levier de cette contractualisation, plutôt que quelque chose qui serait à côté et qu'on essaierait de faire rentrer dans les cases. Oui, avec un objectif territorial, en direction des territoires qui en ont plus besoin, je dirais. Voilà. Est-ce que ça vous va, messieurs? D'accord. Donc moi j'ajouterais des dérives possibles, mais bon, tout comme je le disais, aucune politique n'est parfaite. Et tout système a ses dérives. Plutôt que des dérives, des points de vigilance à avoir. Ouais, donc les points de vigilance, c'est bien. Toutes les politiques ont des points de vigilance parce que rien n'est jamais parfait et on le voit bien. Et ce qui compte aussi, je dois dire que le président de la République nous le rappelle à peu près tous les mercredis, donc c'est de regarder aussi les résultats, de contrôler les résultats, pour voir si la politique est bien efficace. Voilà. Parce que la culture n'était pas très... inhérente à notre culture française. Il y a des pays qui sont beaucoup... Et je crois qu'il faut effectivement faire attention pour voir si c'est efficace ou pas. Parce que si ce n'est pas efficace, on n'est pas obligé derrière de le renouveler. Ou s'il faut modifier une politique. Enfin, vous voyez. L'Europe le demande, à titre des contrôles de performance. Mais je reviens sur Leader. Ce n'est pas une question, c'est une proposition suite à différents entretiens qu'on a pu avoir avec les régions. Là aussi, je me demande si les fonds Leader ne gagneraient pas à passer à travers une contractualisation avec les régions, où on laisserait la possibilité aux régions de financer de manière forte les très gros dossiers, avec des crédits d'État, des crédits européens, mais que dans le même temps, la région s'engage sur un taux de subvention aussi élevé sur une multitude de petits dossiers où il n'y aurait pas de compte à rendre aux fonds européens, mais il faut vraiment que les régions s'engagent à dire: nous aussi, on prendra soin d'un petit festival de jazz, d'un petit festival à droite et à gauche, et que ce soit vraiment contractualisé. Ça permettrait sans doute de gagner en performance et en efficacité. Jazz in Marcillac. Oui. Non, mais par exemple, même le printemps de Bourges, on met de l'État, on met de l'Europe, et puis à Chéligny, on met de la région, et voilà, et ça simplifierait énormément, et on gagnerait en efficacité, et on pourrait afficher État, région, Europe. Tout ça est un ensemble quand même, quelle que soit l'origine des financements sur une manifestation. Mais je suis d'accord avec toi, c'est une proposition qui me semble intéressante, bien évidemment. Bien évidemment. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, il me semble que vous avez dit, non, c'est toi, Colette, qui a dit que l'intercommunalité était souvent considérée comme le bon niveau. Mais bon. En tout cas, il est certain que
les tout petits dossiers, parfois, ça coûte très cher en temps et en argent pour, voilà, pour l'instruction. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit, mais que hier, on en parlait pour préparer cette réunion, c'est de rappeler que les fonds FEADER, LEADER, sont fongibles dans le FEADER. Parce que parfois on dit tout n'est pas utilisé, etc. En réalité, ça peut passer dans d'autres aspects des fonds FEADER. Enfin, ce n'est pas le but recherché en général. Je sais bien, je le dis avant que vous le disiez. Mais c'est pour éviter de penser que tout est obligé de repartir. Vous voyez ? Non, et puis il y a un enjeu aussi que vous avez d'ailleurs souligné avec la volonté de la Commission européenne d'être plus proche du citoyen. C'est que finalement, à force de faire de la complexité, on a fabriqué quand même de l'anti-européen. Et moi, je prends compte des porteurs qui disent c'est trop compliqué. Finalement, on n'y va pas. Et du coup, l'Europe n'aide pas les territoires, ce qui est complètement faux. Parce que quand on voit ce qu'a apporté l'Europe sur les territoires, et donc, en effet, je pense qu'il faut qu'on soit assez cohérent en amont pour éviter ce genre de réaction. Et puis je crois, moi, à la formation, ce qui est proposé d'ailleurs par le gouvernement, formation aussi au montage des dossiers européens, parce que c'est ça qui est très important. L'ingénierie doit être là. Alors, moi, je vais parler de ce qu'on faisait dans ma communauté d'agglomération, auquel le GAL était rattaché. En fait, nous, on avait un salarié en commun avec la Chambre d'agriculture. Et on prenait donc des spécialistes des fonds européens pour monter nos dossiers leaders. Parce qu'en fait, nous n'avions pas dans notre personnel administratif des gens qui étaient suffisamment compétents pour le faire. Alors, on avait quelqu'un qu'on payait à mi-temps avec la Chambre d'agriculture pour monter les dossiers. Parce que ça compte énormément l'ingénierie qui est capable, effectivement, de monter les dossiers. Oui, et alors, nous, même, on le fait. Alors, oui, et parfois, vous avez aussi plusieurs intercommunalités qui embauchent un spécialiste des fonds européens. Et comme ça, dans la ruralité, parce qu'une communauté ne peut pas toujours porter, mais ils embauchent une personne sur 2 ou 3 intercommunalités, et cette personne travaille uniquement sur les fonds européens. Ce qui est important, c'est ça. Et un salarié, ça vaut le coup, hein, bien sûr, s'occuper de ça. Oui, tout à fait. Ça peut rapporter gros, comme on dit. Oui, exactement. C'est le modèle qu'on a mis en place en Nouvelle-Aquitaine, avec des contractualisations qui dépassent l'intercommunalité, parce que les intercos sont encore trop petites pour faire du développement économique, et où en fait, il y a une ingénierie qui est contractualisée avec la région pour porter les projets européens. Voilà pour cette audition de la ministre de la Cohésion des Territoires. Elle s'est exprimée la semaine dernière devant les sénateurs dans le cadre de la mission sur la sous-utilisation des fonds européens. Ces fonds qui sont les instruments financiers de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale européenne et dont la gestion laisse à désirer. Au cœur du problème, le manque de coordination entre l'État et les régions, ces 2 échelons ne parvenant pas à s'entendre, contrairement par exemple à ce qui se passe en Allemagne, qui a une tradition de décentralisation beaucoup plus ancienne. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.